Bonjour, nous sommes le mardi, mardi 3 mai 2022, avec une météo qui semble très bonne, puisqu'en fait on a un ciel azuré. Bon, pas complètement, parce qu'en fait il y a quand même des petits nuages blancs qui traversent le ciel. Mais en tout cas, bon, nous avons une bonne température et bon, ça augure une bonne journée comme celle d'hier. Bon, on connaît depuis un petit laps de temps une remontée des températures et c'est tout bénéfique pour la nature et bien sûr pour les êtres vivants, aussi bien les plantes qui commencent à fleurir. Bon, on a vu des arbres qui ont fleuri il y a un mois d'ici, mais en tout cas maintenant les fleurs au sol commencent, certaines fleurs au sol commencent à prendre et donc on a une végétation qui est là, qui est présente et qui à certains endroits nécessite, je vais dire, d'être essartée. Essartée, parce que bon, voilà, il y a des végétations qui, bon, pour avoir une certaine vue euh, voilà, de l'aménagement du territoire, ben, certaines choses, certains, on va dire, domaines forestiers nécessitent d'être essartés pour avoir, bien sûr, une belle vue, pour avoir une vue agréable. Bon, donc ça veut dire qu'on va avoir des travaux relatifs au domaine forestier et déjà des parcs et jardins. Ici, je vous présente un énoncé. On vous dit qu'une poulie de 300 mm de diamètre tourne à 650 tours par minute. Donc c'est une poulie et commande une autre. Donc en fait, la poulie de 300 mm est une poulie motrice. Pourquoi? Parce qu'elle commande une autre poulie. Bon, la poulie, cette poulie-là est le système numéro 1. Et puisqu'il y a une seconde poulie, dont le diamètre est de 750 mm, et le système numéro 2. Donc ils sont indépendants l'un de l'autre, mais bon, on n'a pas affaire à une roue à friction ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas deux systèmes, on a un troisième système qui est la courroie euh, qui va relier la poulie 1 à la poulie 2. Donc ici, on n'a pas un système de friction, un système à engrenage. Les engrenages, on a un engrainement direct. Donc on a voilà, le premier engrenage, le second engrenage. Ben, quand il y en a un qui tourne, ben, l'autre il tourne directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas la nécessité d'une courroie. Par contre, ici, pour les poulies, vous aurez compris qu'il y a la nécessité ici, le fait de mettre plusieurs poulies à distance, ben, il faut les réunir. Il faut bien les réunir pour assurer la transmission. Alors la transmission, ben, on peut mettre une poulie engrenée et mettre une chaîne. Mais ici, c'est pas une transmission par chaîne, c'est une transmission par courroie. Et donc, on va transmettre quoi? Ben, le mouvement circulaire. Ça, c'est une chose. On va transmettre le mouvement circulaire, mais à différentes vitesses. Donc, c'est un petit peu, je veux dire, le classique, ce qu'on retrouve dans une boîte de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait dans une boîte de vitesse? Mais c'est d'engrener la boîte de vitesse, enfin, de changer la boîte de vitesse, soit manuelle ou à pédale, peu importe, on s'en fout, ou voire à doigt ou au volant, peu importe le type de boîte de vitesse, la commande, on s'en fout de ça. Ici, en tout cas, l'engrainement peut se faire soit par engrenage, généralement se fait par engrenage, et comme ça, on peut faire varier les vitesses. Mais sachez qu'ici, les poulies aussi, on fait varier les vitesses comme une boîte de vitesse, hein, puisque vous voyez que ici, on vous demande justement quelle est la vitesse de rotation de la poulie, bien sûr, si le glissement est de 4%. Donc, vous voyez qu'on va faire varier la vitesse, hein. Alors, si maintenant j'augmente la vitesse ou je diminue la vitesse de la poulie de 300 mm, c'est-à-dire je fais varier la vitesse de 650 tours, je la monte ou je la descends au travers bien sûr d'une commande d'un moteur qui est bien sûr, si on a un assemblage avec un axe, sur un moteur, ben, la poulie est commandée par un moteur. Donc la poulie va suivre le mouvement du moteur. Et donc le moteur, si je peux le commander, ben, la poulie est commandable. Donc on a une poulie à vitesse contrôlée par une vitesse qui est derrière la poulie. Derrière un moteur qui est où on peut varier la vitesse derrière la poulie. C'est-à-dire assemblé avec la poulie. C'est-à-dire on a un axe. Alors si vous regardez un moteur, bien sûr, si vous mettez des poulies, attention au diamètre des poulies. Enfin, le constructeur fait très attention au diamètre des poulies, hein. Bon, il ne met pas n'importe quoi comme diamètre de poulie. Ouais, bon, tout est calculé dans le moteur pour assurer une certaine vitesse de rotation. Et voilà, il calcule le diamètre des poulies. Ici, c'est un peu la même chose. On a des poulies, enfin, on a deux poulies ici, on a que deux poulies, une de 300, et l'autre, elle fait 750 mm. Donc, il y a une petite poulie
commandé par un moteur, et un moteur électrique ou peu importe, on s'en fout. Et on a une seconde poulie de 750 mm. Donc on a deux poulies, mais ici c'est pas voilà, des poulies qui sont commandées. On n'a pas une commande par friction, mais par l'intermédiaire d'une courroie. Donc il y a un troisième élément qui rentre en jeu, c'est la courroie. Bon, et si la courroie casse, on a la constitution de ce qu'on appelle une panne. Une panne. Donc une panne mécanique, c'est-à-dire qu'il faut, si la courroie n'a pas endommagé d'autres éléments, parce qu'une courroie qui casse, bon, une courroie qui casse, c'est parce que, bon, elle est, elle est abîmée, hein, elle est abîmée d'après l'usure, où elle a été mise, voilà, elle est sous tension pendant un certain temps. Bien sûr, il y a un brin tendu et un brin mou. Voilà, si le brin mou, voilà, est trop tendu, à la longue, ben, ça peut créer, je veux dire, des pépins mécaniques. Alors, vaut mieux remplacer une courroie à temps et voir sa tension de courroie, bien sûr, de temps en temps, au niveau du brin mou. Au niveau du brin mou, qui est le brin supérieur. Alors, ça se fait avec un petit appareil, bon, et on sait voir, voilà, par exemple, la flèche de la courroie. Enfin, au niveau du brin mou, c'est-à-dire le brin supérieur. Mais ici, le problème, c'est qu'on a vitesse de on demande de calculer la vitesse de rotation de la seconde poulie si le glissement est de 4%. Bon. Eh bien, on va regarder ça. Donc, on a une poulie de 300 mm. Il y en a une qui fait 300. La voici. Il y a le centre, bien sûr, de la poulie. Là, ça fait 300 mm. Bon, à ça, on vient mettre une seconde poulie qui est beaucoup plus grande. Alors, la poulie motrice, comme elle est commandée, celle de gauche est commandée par un moteur, par exemple, c'est la poulie motrice. Et donc, l'autre est la poulie réceptrice. Ou, si vous voulez, le système d'entrée est la poulie motrice, et la poulie réceptrice est le système de sortie. Ou on peut dire aussi qu'on a la poulie menante, qui est à gauche, c'est celle de 300 mm, et la poulie menée, qui est à droite. Bon, il y a tous des noms à tout ça. Bon, peu importe la qualification de ce que, pour distinguer la poulie motrice de la poulie réceptrice, il y a tous des noms. Bon, là n'est pas le principal. Alors, celui-ci, bien sûr, il a un diamètre beaucoup plus grand. Ce qui veut dire que s'il a un diamètre beaucoup plus grand, mais il va tourner moins vite que au niveau vitesse angulaire. Hein. Attention, ne pas confondre les vitesses. Hein. Au niveau, ça c'est la vitesse angulaire de la poulie motrice. Et là, on a une vitesse angulaire de la poulie réceptrice. Et ici, bon, comme le diamètre de la poulie motrice est plus petite, alors le diamètre de la poulie motrice, diamètre poulie motrice, est plus petit que le diamètre de la poulie réceptrice. Donc ce qui veut dire que la vitesse angulaire de la poulie motrice est beaucoup plus grande que la vitesse angulaire de la poulie réceptrice. Alors je vous fais remarquer que ici, cette poulie fait 750 mm. Voilà, maintenant je vais mettre le système d'accrochage. Alors, deux cas de figure peuvent se présenter. Pourquoi deux cas de figure? Je vais vous expliquer pourquoi deux cas de figure. Je vais le faire dans un petit instant, mais je vais opter pour, voilà, pour des mêmes sens de rotation pour les deux poulies. Alors, pas confondre avec les vitesses circonférentielles. Hein. Si je prends deux points quelconques de la poulie, alors on va prendre un point A. Logiquement, la vitesse au point A et la vitesse au point B, elles sont égales, logiquement. J'ai bien dit logiquement. Pourquoi? Parce que bon, en mécanique, vous avez toujours deux contextes. Il y a le contexte réel, réaliste, et le contexte, on va dire le contexte pratique. Bon, vous aurez compris que le contexte théorique, il y a le contexte théorique.
le contexte théorique, vous aurez compris que c'est un contexte idéaliste. Vous avez un contexte idéaliste. Or, l'idéaliste, le contexte théorique et idéaliste, on l'étudie bon, dans les écoles, dans les universités, bon, je veux dire, dans des points de vue, je veux dire, là où il faut déjà avoir des connaissances. On acquiert les connaissances par un contexte théorique. Mais maintenant, si vous faites face au milieu pratique, c'est-à-dire au milieu industriel, milieu des ateliers, milieu voilà, de la construction mécanique, milieu voilà, de l'atelier mécanique, eh bien, le contexte théorique ne suffit plus. J'ai pas dit qu'il est banné, puisque toute la théorie provient du contexte théorique. Il faut bien une base théorique pour commencer quelque chose. Mais ensuite, il faut un contexte pratique, bien sûr. Et le contexte pratique, ben, c'est de prendre en considération euh, le point de vue qui n'est pas réalisable, au niveau idéaliste. L'idéalisme, bon, c'est quelque chose, on va dire, de parfait. Bon, le parfait, ça n'existe pas. Vous avez en mécanique des frottements, des glissements, et tralali, tralala. Vous avez d'innombrables voilà, paramètres extérieurs au système qui font en sorte ben, que le contexte théorique n'est qu'un appui pour émettre des théories. Hein. C'est un appui pour émettre des... Mais ces théories, on en a besoin pour le contexte pratique, parce que sans théorie, on ne sait pas faire de pratique. Si ce n'est qu'il faut faire des corrections. La pratique nécessite l'usage de, on va dire, corrections au monde idéaliste. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout d'abord, je vous ai mis... pourquoi je vous ai dit... On va commencer par le début. Pourquoi deux possibilités de courroie? Pourquoi? Pourquoi a-t-on la possibilité d'avoir la courroie de type, on va dire, celle qui réunit donc deux poulies réunies par une courroie droite tourne dans le même sens. Alors la courroie droite, c'est ce qui est en noir. Et la courroie croisée, ben, c'est celle qui est en rouge. Deux poulies réunies par une courroie croisée tournent en sens contraire. Donc même sens, ça veut dire s'ils tournent tous les deux. Si on a une courroie droite, c'est-à-dire en noir, ben, s'il y en a un qui tourne dans le sens horlogique, si la poulie motrice tourne dans le sens horlogique, la poulie réceptrice va tourner dans le sens horlogique. Si la poulie motrice tourne dans le sens anti-horlogique, la poulie réceptrice va tourner dans le sens anti-horlogique. Par contre, pour la courroie, on va dire, inversée, croisée, je m'excuse, pas inversée, croisée, il y aura une inversion du sens de rotation. C'est-à-dire, si la poulie motrice est dans le sens horlogique, la poulie réceptrice sera dans le sens anti-horlogique. Si la poulie motrice est dans le sens anti-horlogique, ben la poulie réceptrice sera dans le sens horlogique. Voilà. Et ça, c'est déjà un contexte à voir. Bon, alors pourquoi il existe deux types de poulies? Après, je vous montrerai pourquoi, pour en revenir avec ce contexte idéaliste et les corrections. J'y reviendrai par après, mais pourquoi a-t-on deux types voilà, de possibilités de réunion des deux poulies? Comment ça se fait? Eh bien, c'est tout simplement un concept mathématique. Hein. Si vous avez compris le système, c'est un concept mathématique. On a un concept mathématique qui est derrière. Alors, lequel? Mais c'est les tangentes. Hein. Vous avez compris que c'est le concept des tangentes. Alors, je vais voir ça tout de suite. Alors, pour ça, je crée voilà, ma première poulie. Bon, qui est de rayon 3 cm ici, ça fait... ouais, normalement c'est 30 cm, hein, c'est 30 cm. Voilà, je mets à l'échelle, c'est 30 cm. Par contre, l'autre, je la décale. Peu importe le décalage, on s'en fout. Voilà. Je la décale. Et je le mets plus loin, beaucoup plus loin, à l'échelle bien sûr. Hein. Alors sur base de ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je crée les tangentes. Voici une première tangente. Une seconde tangente, ben, vous avez compris qu'après j'ai la troisième et la quatrième. Donc il y a 4 tangentes. Et sur base de ça, sur base de ces tangentes, ben, je vais chercher les intersections des tangentes. Bien sûr, il y aura 4 intersections des tangentes. Pour chacun des cercles, ça fait voilà, 8 intersections.
fait 8 intersections. J'en ai déjà 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai les 8. Les 8 sont là. Puis je crée les segments. Je vais créer le premier segment en bleu, et le second segment des deux tangentes. Donc là, je crée 2 segments sur les tangentes. Puis je crée 2 autres segments sur les 2 autres tangentes. Donc il y a 4 tangentes si vous voulez. Voilà. Et maintenant, ceci étant fait, je peux enlever les tangentes. Il y a pas... J'enlève les tangentes, voilà, une par une. Et là, j'ai créé mes courroies. Mes 2 courroies sont créées là. Alors, comme je vous ai dit, bon, je vais choisir celle en rouge, c'est-à-dire une courroie droite, contrairement à la courroie croisée. Alors, la courroie droite, je vais la prendre, je vais retirer segment BF et l'autre segment. Voilà, je vais travailler avec cette courroie-là, si ce n'est que je moins un point voilà, qui va tourner, et un second point qui va tourner, et bien sûr, je les fais tourner. Alors là, il tourne dans le sens antéologique et l'autre aussi dans le sens antéologique. Bon, à la différence, ben, il y en a un qui va tourner beaucoup plus vite que l'autre. Hein. Alors, lequel qui tourne plus vite, je vous l'ai dit, en vitesse angulaire, c'est le petit cercle. Bon, comme il y a une plus petite rotation à faire, ben, il va vite être parcouru. Le cercle est beaucoup plus petit. Hein. Par contre, l'autre, le cercle est beaucoup plus grand, donc voilà, il met plus de temps à parcourir le grand cercle que le petit cercle. Donc la vitesse angulaire à gauche est beaucoup plus grande que la vitesse angulaire à droite, puisque le cercle de gauche a un rayon beaucoup plus petit que le rayon de droite. Bon. Ceci étant dit, je vais m'intéresser ici à la correction. Alors cette correction, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, ils vous le disent. Alors, pratiquement, les vitesses circonférentielles ne sont pas égales comme on pourrait le penser. J'ai bien dit vitesse circonférentielle, c'est-à-dire la vitesse au point A et la vitesse au point B. Pourquoi? Il faut tenir compte des corrections. Quelles sont les corrections qu'on peut avoir dans un système mécanique tel que l'assemblage ici par poulie et courroie? Mais tout d'abord, il y a le glissement. Alors, le glissement, il provient de quoi? Il provient de la force centrifuge. Hein. C'est la force centrifuge qui agit sur les courroies. Donc, à cause de ça, on a un minime décalage. Alors, combien est ce décalage? Ici, comme il vous le dit dans l'énoncé, ce glissement de 4%. Alors, on peut aussi avoir... on peut aussi avoir... Bon, comme je vous l'ai dit, le glissement, il provient de la force centrifuge qui agit donc sur la courroie et de l'air attiré entre voilà, la poulie et la courroie. Entre la poulie et la courroie, il y a de l'air. Donc, la force centrifuge, un mélange voilà, de force centrifuge, mais qui agit sur la courroie et de l'air attiré entre les poulies et entre la poulie et la courroie, ça fait en sorte qu'on a une perte de vitesse. Et cette perte, attention, faire très attention parce que la correction ici, en mécanique, vous aurez compris que c'est pas du n'importe quoi ces corrections-là. Ces corrections ne sont pas des corrections à 90%, voire 85%, voire 70%. Ni du 7%, voilà. Ce sont des corrections, je veux dire, qui doivent être très faibles. Hein. Sinon, bon, c'est au risque et péril voilà, du système mécanique. Voilà, notamment de la courroie ici. La vitesse ne doit pas dépasser un glissement de 5%. Hein. Voilà, ici, ce sont des tolérances. Bon, on tolère encore bien 5%, on tolère. On tolère 5%. Bon, alors dans l'énoncé, ils sont dans la tolérance, puisque en fait, le glissement est de 4%. Donc il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. Eh bien, maintenant, on peut faire notre calcul, parce que vous savez un petit peu tout sur le calcul. Alors, je vais calculer la vitesse de rotation en tours par minute. Alors, la vitesse de rotation en tours par minute, elle est donnée par, bien sûr, il y a une formule, hein, la formule des poulies, ou la loi de transmission par
par poulie avec, comment on appelle ça, courroie, ben, vous savez très bien que la formule, c'est le diamètre de la poulie motrice, qui est D1, fois le nombre de tours de la poulie motrice, qui est N1, est égal au diamètre de la poulie réceptrice, qui est D2, fois la vitesse de rotation de la poulie motrice N2. Alors, N1 et N2 sont NI, qui sont 1 et 2, sont en tours par minute. Hein. C'est en tours par minute, parce que oméga, c'est en radians par seconde, pas confondre la vitesse angulaire, qui elle est différente pour oméga 1 et oméga 2. Oméga I, c'est en radians par seconde. Alors, les VI, ben, ça c'est en mètres par seconde. Alors, ne pas confondre la vitesse angulaire oméga, ça c'est une vitesse angulaire, ça c'est une vitesse circonférentielle, et ça c'est une vitesse, on va dire, en tours par minute. C'est une vitesse, on va dire, circonférentielle, mais donnée en tours par minute. C'est pas les mêmes unités, les mètres par seconde, les tours par minute, c'est pas le même. Alors on parle plutôt en tours par minute parce que les machines, généralement, elles font par exemple 1000 tours par minute, 500 tours par minute, 700 tours par minute, voilà. Voilà, et ça donne un ordre d'idée des machines réelles qui existent. Voilà, des machines beaucoup plus rapides. Bon, tout dépend de l'application qu'on a des machines, des moteurs, etc. Bon, généralement, c'est des moteurs. Combien de tours? 3000, 3000 tours par minute, 2000 tours par minute, 2500 tours par minute, 750, 500 tours par minute, voilà. Bon, maintenant on peut faire moins de tours, mais bon, il y a des moteurs spéciaux aussi qui font voilà, des moteurs pas à pas. Hein. Il y a des moteurs qui tournent lentement, très lentement, au petit pas. Bon, mais ici, c'est des vitesses quand même 650 tours par minute. Voilà. Alors, 300 mm et 650 tours par minute. 300 mm pour la poulie motrice et fois 650 tours par minute. Alors, ça doit être les mêmes unités. Hein. Si vous travaillez ici en millimètres, ben, de l'autre côté, c'est des millimètres. Si vous travaillez ici en centimètres, ben, de l'autre côté, c'est en centimètres. Donc, il faut respecter les unités voilà, dans le membre de gauche et, on va dire, le membre de droite. Il faut respecter les mêmes unités. Alors, bien sûr, le diamètre D2, ben, c'est une poulie plus grande, 750 mm, fois N2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce N2? Qu'est-ce que c'est que ce N2? En appliquant ceci, ça c'est la loi de la transmission des poulies. C'est la loi de la transmission des poulies. Qu'est-ce que c'est que ce N2? Ben, c'est la vitesse. Oui, tout le monde sait que c'est la vitesse en tours par minute. Mais comme je vous ai dit, il y a deux aspects ici. Il y a le contexte théorique et le contexte pratique. Or, en fait, ici, c'est un contexte théorique. C'est la loi idéaliste de la loi de transmission par poulie, à l'aide de poulies. Transmission de vitesse circonférentielle au travers des poulies. Donc, c'est un point de vue théorique. Donc, ce que je vais l'appeler ici, je vais l'appeler N2TH. N2TH pour dire, voilà, c'est le point de vue théorique. Bon, alors, si on sait déjà trouver ça, c'est déjà bien. Si on sait déjà trouver ça, c'est déjà bien. Alors, on va calculer ça. Donc, que vaut N2? Ben, N2, ben, c'est 750 sur... Non, c'est 300 sur 750. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait. Je sais pas. Quelque chose qui ne tient pas bien. Enfin bref. On va faire 300 sur 750 fois 650. Voilà. On va calculer ça. Et ça, bien sûr, c'est N2 théorique. Alors, je vais prendre ma machine. Alors, 300 divisé par 750. Voilà, ça fait 0, c'est 4 dixièmes. Ça, c'est 4 dixièmes. Bon, 4 dixièmes, c'est 40 centièmes. C'est 40 centièmes. 40 centièmes. Donc, on aura 40 centièmes de... non, je m'excuse, c'est pas 40 centièmes. 300 sur 700, oui, c'est 40 centièmes.
Et la vitesse de rotation est de 650 tours pour l'un, donc on aura 40 centièmes de 650. Alors on va multiplier par 650. Voilà, ça fait 260 tours par minute. Je vais refaire mon calcul dans un petit instant. Bon, recommençons ça. 300 divisé par 750 fois 650. Voilà, 260. Ça fait 260. Voilà, ça c'est théoriquement. Théoriquement. Maintenant, on sait bien qu'il y a un glissement de 4% par rapport à ce total-là. Donc le glissement ici, il est de 4%, il voulait donner, voilà. Si la pluie, si le glissement est de 4%. On va calculer. Donc 260 fois 4 divisé par 100. Voilà, le glissement est de 10,4 tours par minute. Qui le cru, c'est quand même un certain montant. Donc, on a une vitesse N2 théorique de 260 tours par minute. Alors maintenant, je vais mettre le glissement. Donc je peux appeler G. Hein. G pour glissement. J'ai calculé 10,4. Bon, je m'excuse. Voilà, 10,4 tours par minute. Bon, ce qui veut dire que le pratique, la vitesse de rotation de pratique, au niveau pratique, ben, c'est la vitesse N2 théorique. Et à ça, il faut rajouter la véracité de ce qui se passe. Il y a un glissement de 10,4 tours par minute. Donc ce qui veut dire que j'ai 260 plus 10,4. Je me suis trompé. Bien, ceci, ça fait 270,4 tours par minute. Voilà, donc là, vous avez vu qu'il faut prendre un contexte pratique. C'est comme ça. En mécanique, si vous faites des calculs mécaniques, ben, dans les écoles, vous avez le point de vue pratique. Mais certaines écoles commencent à vous voilà, faire comprendre que ce que vous voyez dans les écoles n'est pas tout à fait l'exactitude, la réalité de ce qui se passe. Parce que dans les écoles, c'est un point de vue, on va dire, idéaliste, un point de vue pratique, qui est de loin, je veux dire, la véracité, la vérité. Parce que la vérité, ben, il faut toujours faire des corrections. Bon, bien sûr, pour faire la correction, il faut connaître le glissement. Parce que si vous ne connaissez pas le glissement, on ne fait pas de correction. Je veux dire, certaines prennent des marches. Ils se disent, bon, en général, en moyenne, certains font des marches. Ils se disent, bon, comme en moyenne, on a 3%, ben, ils vont prendre 3%. Ils vont se dire, bon, avec une certaine forme de tolérance d'erreur, ils se disent qu'ils sont dans le bon. Pourquoi pas? Parce que si maintenant, je veux dire, il se situe dans une moyenne de calcul de glissement. Alors je vous ai dit que ça ne peut pas dépasser 5%. Si en moyenne les glissements sont de 4%, ben, vous ne ferez pas une grande erreur en espérant que la poulie, bon, entre voilà,
un glissement de 3, 4, voire 5%. Alors bien sûr, en mécanique, je m'excuse, en mécanique, il y a deux choses à prendre en compte. C'est comme dans tout, quand vous faites des calculs, si vous ne connaissez pas, je veux dire, réellement, voilà, le point de vue pratique, bien sûr, il y a des calculs, ce qu'on appelle des calculs optimistes et des calculs pessimistes. Voilà, et à partir de là, vous vous dites que, en espérant que vous êtes dans voilà, les statistiques, enfin que la police se trouve dans les statistiques et que vous avez calculé plus ou moins avec une marge d'erreur qui n'est pas très grande. Bien sûr, il ne faut pas que la police sorte du lot. Si vous avez une poulie qui sort du lot avec un glissement dangereux, hein, dans un glissement dangereux au-delà d'un certain pourcentage et qui est voilà, qui n'est pas un échantillon de la moyenne, bon, vous aurez compris que là c'est un accident. Hein. Vous avez choisi une poulie avec un glissement qui n'est pas celle que l'on rencontre dans la moyenne. Donc c'est un accident, ça on va dire que c'est un accident. Là, on vous dira que vous vous êtes trompé, oui, mais c'est parce que vous avez pris une poulie voilà, qui n'était pas voilà, dans la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'en mécanique, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue, on va dire, un point de vue optimiste et un point de vue pessimiste. Dès le moment où vous vous situez dans la marge entre l'optimisme et le pessimisme, vous êtes dans le bon traitement. Ici, ils vous disent de ne pas dépasser 5%, mais bon, ici, 5%, on a un glissement de 4% ici. Mais ça veut dire que on est dans un contexte ici, on va dire, optimiste. Hein, on est plus à côté du 5 que du 0. Ne pas avoir de glissement, c'est parfait. Ne pas avoir de glissement, zéro glissement, c'est parfait. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Il faut savoir, comme on dit, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, les systèmes mécaniques sont doués d'une certaine forme de construction qui engendre, bien sûr, des paramètres que le point de vue théorique n'aborde pas. Parce qu'il y a le point de vue construction et le point de vue idéaliste. Dans les écoles, ils apprennent le point de vue idéaliste. Mais en réalité, il y a plein de marges de calcul à faire. Et ces marges, on les retrouve bien sûr dans les calculs, notamment quand vous faites des calculs sur chantier, il y a des marges. Vous faites des calculs d'installation de chauffage, vous avez des marges. Voilà, parce qu'il y a tout un contexte à prendre en compte dans les calculs. Et on calcule avec des marges. Parce que tout ce qu'on raconte n'est pas 100% véridique. Il y a toute une considération à prendre dans l'environnement. Bien sûr, à partir de là, on peut se dire que on va dire, on aura une bonne puissance qui sera transmise, par exemple par rapport à une chaudière, si on a bien calculé par rapport à des marches bien précises. Donc le calcul, bien sûr, se fait pas, on va dire ça comme ça, le calcul ne se fait pas avec exactitude. Il ne se fait pas avec exactitude. C'est pas qu'on va faire un calcul, on va se dire qu'on va avoir une vitesse de rotation de 360. On va aller mesurer la vitesse de rotation. Voilà, on aura peut-être 259, voire 258. Allez, je vais calculer avec un glissement. Bah oui, justement, j'en ai un. 260, c'est un glissement de 0. Si vous prenez N2 pratique qui est égal à N2 théorique, ça veut dire que vous n'avez pas de glissement. Voilà. Donc ça veut dire que, ici, dans ce cas-ci, au maximum, j'aurai 260 fois... Je peux avoir une tolérance de 5%, fois 5%. Bon, je peux aller jusque 13 tours par minute. Donc, ce qui veut dire 273. Donc, la marge va aller de 260 à 273. Alors ça, c'est un glissement de 0, bien sûr. 0%. Et ça, c'est un glissement de 5%. C'est la tolérance maximale. J'ai pris la tolérance minimale. Bon, mais ça, vous n'aurez jamais, c'est la tolérance minimale. Bon, il y aura toujours des glissements, ça c'est évident. C'est un système pratique. C'est pas de la théorie. Bon, on a toujours des contraintes, je veux dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la construction de la courroie, notamment
comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire de l'action de la force centrifuge, qui agit bien sûr sur la courroie et de l'air attiré entre, bien sûr, la courroie et la poulie. Et on dit que la perte de vitesse ne peut pas dépasser 5%. Donc 273 c'est un cap pessimiste et 260 c'est un cap optimiste, mais vous n'aurez jamais le 260. Vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez jamais le 260. Puisque c'est un cas pratique où les glissements existent. Les glissements de 0%, ça n'existe pas. Voilà, on va dire ça comme ça. On aura toujours un glissement, aussi minime soit-il. Donc 10,4 tours par minute, c'est un point de vue qui est, on va dire, plus du côté du 5% que du 0%. Donc ici le calcul est plutôt 270,4, c'est un point de vue optimiste. C'est un point de vue, enfin pessimiste, je m'excuse, pessimiste parce que c'est 4%. 4%, c'est un peu trop. Je vous remercie.